Hop là. Bon, je vais prendre un peu un trépied parce que... Très bien. J'essaie de coincer le téléphone dans le grillage. Bon. Fais chier. Bon, donc... Oh putain, c'est chiant. Comme ça. Bon. Donc. Je disais que nous sommes donc le dimanche. Nous sommes dimanche... voilà. Il faudrait que j'ai une sorte de micro-cravate. Ce serait bien plus pratique pour parler, je pense. Puis je pourrais mettre le téléphone beaucoup plus loin. Faire des jolis plans composés et tout ça. C'est pas mal d'avoir ça. Tiens, je crois que j'y pense. Réfléchis un peu ça. Bon, nous sommes le dimanche 21 novembre. Et il est 11h. Et je sais pas, j'avais envie de parler, donc je regardais un article sur... bon, d'abord sur Debord, sur Philippe Solers, qui était complètement admiratif de Debord. C'était décrit comme une forme de fanatisme religieux. Puis ça m'a amené sur un article du Cairn sur les nouvelles formes d'activisme, notamment autour des médias tactiques. Je regarde là. Autour des médias tactiques. Ah, pas que, mais bon, en tout cas beaucoup sur cette question-là. Dans les années 90 avec Reclaim the Street. Et donc médias tactiques, c'était vu dans une logique du détournement comme... bon, l'historique c'était voilà, ça commence avec les situationnistes qui proposent le détournement d'objets pour que les choses ne soient pas séparées dans une sphère professionnelle, mais puissent se réintégrer dans une pratique de la vie quotidienne, dans une esthétique du quotidien. Ça m'intéresse pas mal, ça. Mais ça marche à condition de pouvoir, voilà, quelque part réinvestir en tout cas c'est ce qu'il y avait chez les punks, après coup, de pouvoir détourner les outils de production vers, non pas vers une industrie culturelle, mais vers une forme d'autoproduction. Et les punks revendiquaient par exemple le fait que chacun puisse produire son propre label, son propre système, etc. Donc il y a un côté un peu open source. D'ailleurs l'open source vient après dans cette ligne-là. Donc comment se réapproprier les moyens de production, et notamment les moyens de production culturelle et du coup de production d'expression et de réception, d'être dans une réception active. Donc en tout cas de niquer ce rapport de producteur-consommateur qu'on a dans l'industrie, notamment l'industrie culturelle. Et voilà, et notamment notamment pour les personnes qui sont justement dans le domaine
de l'industrie créative, ils peuvent assez vite basculer l'un l'autre. Il y a un côté basculement qui peut être assez vite. Donc voilà, donc ça a pu se diffuser donc vers avec le punk, puis vers les sortes de le mail art, donc le fait d'envoyer des lettres, par des lettres, et puis aussi par des radios locales. Alors le fait de se réapproprier les outils comme ça de technologie en fait, donc les technologies, et de les profaner au sens de la grande bête, de les rendre accessibles au commun. Et voilà, après du coup il y a tout un développement sur Reclaim the Street et les mouvements comme ça qui ont pu se structurer beaucoup par Internet, et Internet aussi. Internet a été le moment de pouvoir relier toutes ces choses-là. C'est un moment du coup assez puissant, en fait, c'est assez fort. Donc ouais, j'aime bien cette... donc du coup l'idée d'un média tactique. Média tactique dans ce qui était... Bon, média tactique, c'est que moi j'avais pensé plutôt comme une pratique militante qui demandait quand même un engagement particulier, quand même assez fort, qui était... média tactique, c'est quand des gens qui n'ont pas forcément accès aux médias peuvent utiliser des sites web, des choses comme ça, pour faire des sortes de canulars, pour pouvoir déstabiliser des gouvernements, des choses comme ça. Il y a une esthétique du brouillage, une esthétique de l'erreur ou de la destitution quelque part. Mais c'est dans une logique, un petit peu presque dadaïste de défaire les choses. J'aime bien, dans l'article, il y avait aussi un truc qui disait que Dada avait voulu attaquer la structure en fait, bourgeoise, la structure du moi, toutes les structures, en fait, un peu pour, en tout cas, les structures du haut, pour pouvoir dégommer ce truc-là. Chose qu'on retrouve maintenant dans les YouTube Poop, je trouve. Il y a cette idée de dégommer les structures. Voilà, en tout cas, il y avait ces deux champs-là entre d'un côté une construction, une destruction, de l'autre côté une construction. Voilà, une logique soit destructive, c'est une logique constructiviste. Et en fait, c'est comme ça les deux allaient ensemble, quoi. C'est qu'on déterritorialise d'un côté, et l'autre on reterritorialise sur des formes qui sont beaucoup plus contrôlables, en tout cas c'est comme si on attaquait, on déterritorialisait là où il y a des gens qui ont le pouvoir, et puis on reterritorialise sur la multitude pour que ça puisse ne pas se faire récupérer, quoi. Voilà, donc il y a un côté comme ça des deux, quoi. Comment on reterritorialise mais sur un ensemble plus grand, on construit sur un ensemble plus grand, de en sorte que ce soit ce truc-là qui puisse avoir plus de points. Bon, je divague un peu, tout est bien expliqué dans l'article, mais à partir du coup de cette conception un petit peu comme ça, donc je disais média tactique, en effet, c'est pas forcément une force donc, du coup d'attaque, de destruction comme un peu dadaïste, parce que même si c'est comme ça que c'est écrit, notamment sur Wikipédia, mais si on reprend l'article en question, ce qui était écrit dans ceux qui ont autorisé ça, qui reprennent d'ailleurs de Michel de Certeau apparemment, c'est que le média tactique, c'est quand il y a des médias qui peuvent être détournés en fait, en tout cas des nouveaux médias qui permettent un accès à des catégories qui jusque-là n'y avaient pas accès et qui peuvent l'utiliser pour un usage qui n'était pas forcément pensé à la base pour ça. Voilà. Donc en effet ça peut être un usage offensif, mais ça peut aussi être un usage plutôt, alors pas forcément défensif, mais ça revient à un usage défensif quelque part, ça revient au fait de plus se laisser parler par l'autre, mais de pouvoir parler soi-même, et de pouvoir parler entre soi. Je pense notamment à, quelque part, Twitter ça reste des choses commerciales, mais c'est quand même des formats qui ont des réseaux sociaux, etc. Même si c'est comme des outils commerciaux à la base, ça structure, même YouTube aussi, structure sur toutes ces marges, en fait, tout plein de subjectivités autres. Voilà. Est-ce que ça produit pas du coup des communautés numériques LGBT, autistes par exemple, ou autres, quoi, des gens qui justement peuvent se retrouver parce qu'ils se situent sur des marges en fait d'un système médiatique qui est considérable simplement.
Donc voilà, alors après, il y a d'autres phénomènes qui... Mais disons qu'il y a toute une circulation des affects, des images, des percepts, des discours qui arrivent sur la question médiatique, qui font en sorte qu'en fonction de celui qui parle et comment et à qui et comment c'est reçu, on reconfigure complètement le champ de la subjectivité. Et là-bas, il y a un truc important, évidemment. C'est clair que la question du médiactivisme, c'est important. Alors, ça c'est petit 1. Petit 1, petit 2. Ouais, en tout cas, il y a l'idée, moi j'aimerais bien faire ça aussi un peu plus, de voir comment je pourrais, comment réautonomiser, en tout cas sur le plan télévisuel, les outils de production audiovisuelle. Comment se réapproprier à l'échelle semi-individuelle les outils de production audiovisuelle et télévisuelle. Et comment faire une télévision chez soi. Voilà, ce serait une proposition. Comment se réapproprier à l'échelle semi-individuelle. Donc quand je dis semi-individuelle, c'est-à-dire pouvoir le faire individuellement, avec peut-être un petit capital ou un peu de temps de départ, évidemment, c'est pas non plus comme ça. Et que c'est un truc qui puisse aussi se résumer, fait par un peu plein de gens, et qui puisse aussi éventuellement être fait à un petit groupe de personnes. Voilà. Mais on reste dans des marges, dans des espaces, espaces sociaux assez restreints. Donc comment se réapproprier quelque part les outils de diffusion relative qui vont être ceux de l'art contemporain, autour du white cube, autour d'ateliers blancs et de cube vu comme laboratoire esthétique. J'ai pas cette idée-là, d'avoir un laboratoire esthétique, comment on peut réintégrer dans un quotidien, dans une pratique de vie quotidienne, un laboratoire esthétique. Comment la vie quotidienne peut être un laboratoire esthétique aussi. C'est ça qui m'intéresserait par exemple, ce serait plutôt pas mal d'avoir ça. Voilà. Comment se réapproprier ces outils-là qui jusque-là sont quand même plutôt réservés à un milieu professionnel artistique, ou alors il faut payer un atelier, il faut payer des choses comme ça. Voilà. Comment est-ce qu'on peut le faire chez soi par exemple? Comment ça se passe? Comment on peut diffuser ça? Je sais pas. C'est cette question-là un petit peu de comment faire une sorte d'art plastique punk, par exemple. Pas punk forcément dans le sens de déconstruction systématique, mais dans réappropriation et diffusion des outils de production. Ça d'un côté, puis alors la question du coup du média, c'est vrai qu'elle permet du coup un échange, de circulation, notamment sur le plan de l'affect, c'est ça qui est intéressant. Et je me disais, et les discours, mais c'est un peu lié, donc il y a à la fois système de sens, système d'affect, système de choses. Et je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi des questions de micromédia tactique, ou de le média, mais sur un plan moléculaire. C'est-à-dire que il y avait cette conférence-là de... Comment ça s'appelle celui qui parle donc de Spinoza et d'économie, qui est Frédéric Lordon, qui disait que le régime de production capitaliste, pour le coup, est lié aussi à un régime d'affect. Un régime d'affect parce qu'on va désirer des objets de consommation, on va désirer un travail, on va désirer aussi une survie parce qu'on va avoir peur de manquer d'argent, donc on va travailler. Et que du coup la relation travail-loisir est liée à ça. Est liée à cette répartition entre les désirs, on va dire, les désirs, les affects. Et quelque part, on produit ou du désir, ou un désir est produit quelque part, quelque chose. Et dans notre vie quotidienne, on est en usage avec plein de médias, plein d'images, plein de discours, et qui structure ce régime d'affect. En tout cas, ça c'est... Je sais pas s'il disait ça, mais en tout cas, moi je le dis maintenant. Et voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de remarquer ces derniers mois. Ça se joue sur du rythme. Ça se joue sur... on va par exemple
prendre certaines... Alors, je pense que ça joue beaucoup sur des formes de drogue qu'on va considérer comme des drogues, on va dire. Mais par exemple, le sucre, alors ça peut être la pornographie aussi, comme le montre assez bien le précédent. Ça peut être l'alcool, ça peut être... voilà, ce qui fait qu'on va... ça peut être la clope. Ce qui fait qu'on va désirer certaines situations et que du coup, on va, par exemple... Moi j'ai l'impression que c'est un peu un truc comme ça, on va accepter de travailler, faire un truc un peu chiant, parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura la post-clope. Donc du coup, en fait, ce qu'on désire, c'est la post-clope qui arrive comme une sorte de récompense. Mais ça peut être aussi, on peut travailler parce qu'à la fin, on désire avoir de l'argent pour s'acheter une bagnole. Ou, de manière un peu plus triste, pour le prolétariat ou le sous-prolétariat, ça serait il faut bien survivre, donc il faut bien travailler. On est obligé de travailler parce que c'est ce qui permet de survivre, donc on est face à la peur de la mort. La crainte de la mort. Voilà. Mais bon, il y a d'autres choses, il y a aussi du coup En tout cas, il y a des formes de désir qui se jouent comme ça. Bon, ça j'aimerais bien comprendre un peu mieux comment ça marche, mais il faut que je lise Frédéric Lordon. Pas le choix. Mais quelque part, est-ce qu'on peut pas du coup hacker ce truc-là? Est-ce qu'on peut pas détourner ce régime d'affect? Quand des gens, en effet, les formes de grève de l'art ou de grève de l'image, enfin, de grève de l'image, oui. En tout cas, c'est ce que j'avais pu constater comme tel. Je m'étais dit, les gens qui font la grève de la consommation, qu'est-ce que ça ferait dans le domaine de l'art? Et ça m'avait amené à l'idée que la consommation dans l'art, c'était l'image. Hein, c'est pas non plus très compliqué. En tout cas, c'est l'œuvre, on va dire. Et si on fait la grève de la consommation, ça veut dire que c'est depuis le point de vue du spectateur. C'est quand un spectateur qui d'habitude regarde des œuvres, d'un seul coup ne le fait plus. Hein, donc il y a un côté comme ça de qu'est-ce qui se passe quand on s'extrait d'une œuvre, quand on ne regarde plus une œuvre. Donc en fait c'est une déterritorialisation. Sauf que ce truc-là, alors on peut dire mais c'est nul si on regarde pas d'œuvre, etc. Bah en fait ça dépend, parce que on pourrait se dire d'accord, on ne regarde plus une œuvre, mais du coup qu'est-ce qu'on regarde? Parce que en effet si c'est ne plus regarder d'œuvres d'art dans des musées pour regarder la télévision, ça change pas grand-chose. En tout cas on est toujours en train de regarder des œuvres, on est toujours en train de regarder des images. Bon, peut-être que tout n'est qu'image, bien sûr, mais du coup c'est de se dire voilà, si on part de ce principe-là, de se dire est-ce qu'on peut ne pas regarder quelque chose? Quelque chose nous aliène, on ne va pas le faire. Je parle d'aliénation d'ailleurs, c'est intéressant puisque Deleuze fait bien le lien direct entre l'aliénation et la territorialisation. Quand on est territorialisé, c'est qu'on est aliéné à quelque chose. Et quand on se déterritorialise, on se désaliène, on sort de cette aliénation. On a la possibilité de se sortir de cette aliénation pour en prendre une autre, parce que sinon on serait hors sol, et ça semble un peu compliqué. Donc il y a toujours un lien comme ça, mais c'est toujours la déterritorialisation est toujours la territorialisation vers quelque chose de nouveau. Et donc du coup, quelque part, opérer une forme de grève du regard ou de déterritorialisation d'une image par rapport à la télévision ou une œuvre d'art, mais on peut dire que c'est l'attention, c'est la déterritorialisation attentionnelle. On porte notre attention sur autre chose que ce qu'on devrait la porter d'habitude. Mais du coup, on ne fait plus le jeu du consommateur, on n'est plus dans une logique de consommation. En tout cas, de la consommation qu'on veut nous faire consommer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on consomme? C'est la question. C'est-à-dire que comment... s'il y a ici une sorte de dérive attentionnelle, qu'il y a une sorte de... On échappe à l'attention qu'on voudrait capturer sur notre regard, qu'est-ce qu'on regarde? Cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et voilà, qu'est-ce qui peut être nouveau à regarder? C'est la question. Comment on peut faire ça sur un point de vue? Donc bon, j'avais ici j'étais content parce que je pensais que... J'ai vu que ça marchait bien avec justement les personnes qui refusent de regarder la pornographie en ligne. Parce que du coup, elles font une grève de l'image pornographique. Là justement, elles se sentent dans une obligation de consommation de l'image pornographique, et bien elles vont essayer de s'en extraire et de voir qu'est-ce qui se passe. On pourrait dire que par exemple, soit on s'en extrait et puis on va se territorialiser sur autre chose, on va essayer, parce que du coup il y a un manque à combler ou quelque chose comme ça, ou en tout cas ou alors on va juste on va se focaliser sur autre chose.
Mais justement, on peut aussi dévier ce truc-là et faire de la pornographie, do it yourself par exemple, féministe ou autre. Et toujours de trouver une alternative en fait. Et quelle peut être cette alternative justement? Et ça va en doublon. On trouve un truc chez John Holloway aussi du non positif. C'est-à-dire que on dit non à quelque chose, mais dans ce non se trouve une faille, et depuis cette faille va pouvoir surgir quelque chose. Mais pareil, si on se déterritorialise, on dit non, mais il faut qu'on puisse, quand on dit non, il faut qu'on puisse au bout d'un moment trouver quelque chose d'autre, parce que sinon on va tout de suite se faire rattraper par le premier truc. On va pas pouvoir faire trop d'autres choses, quoi. En fait, on va résister un peu, mais il y aura une pression, quoi. Ça va faire que... Bon. Voilà, bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, le régime d'affect, en fait. On est dans un truc où l'attention se porte sur des images, sur des objets, et que cette attention-là est contrôlée. Et une économie attentionnelle. Alors, est-ce qu'on peut opérer, non pas tant du point de vue de la production, de médias, mais est-ce qu'on peut pas plutôt considérer une sorte de pratique, depuis le point de vue de consommation, une pratique attentionnelle, pour le coup, qui serait une sorte de hack, ou en tout cas un détournement, ou une réappropriation de la pratique de l'attention, quoi. Voilà, notre attention elle est captée par des enseignes lumineuses, par la télévision, par plein d'images. Et comment on peut refuser ça? Ou au contraire, comment la canaliser par autre chose? Mais comment je peux avoir une maîtrise ou se réapproprier les outils de production de l'attention? Enfin, on produit de l'attention, on produit on regarde des choses, mais comment ce regard-là peut être on peut reprendre une maîtrise, et que ce soit pas quelque chose qui soit pris de l'extérieur et qui nous fait rendre passif, justement, peut-être ce rapport au spectacle, je sais pas. Voilà. Et donc sur l'affect aussi, il me semble assez lié à l'attention, d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, ni comment, mais comment trouver des moyens pour retrouver une écologie ou une autoproduction ou une autoconsommation de l'affect. Que l'affect ne soit pas forcément une forme de dépendance, qu'on n'ait pas par exemple à désirer des objets qui nous sont toujours étrangers, enfin en tout cas qui sont comme des biens de consommation par exemple, non pas qui seraient simplement des besoins de survie, mais qui seraient juste des besoins désirants, voilà. Et comment trouver des manières de pouvoir rabattre l'affect vers autre chose. Voilà. Comment ne pas avoir à désirer nécessairement. Je peux le faire quand même, hein, c'est à moi de décider ça, c'est pas non plus, il n'y a pas d'argument moral, mais comment faire en sorte que j'ai pas à acheter le dernier iPhone, mais que je vais plutôt désirer faire une balade en forêt. Voilà. Alors, et même comment faire en sorte que cette balade en forêt soit pas simplement une manière de pouvoir lasser quelque chose, mais que ça me permette même que cette balade en forêt, ou autre chose, ou je vais peut-être à la plage, je sais pas, lire un bouquin, voilà. Et bien du coup, le plaisir que j'aurai investi dans le fait de lire un bouquin va en plus produire de la pensée, produire beaucoup d'autres choses qui va m'aider encore plus loin en fait. Comment comme ça trouver une manière d'accélérer par processus inverse, d'accélérer le processus de réappropriation du savoir ou de construction d'autres choses qui permettent d'éviter une aliénation justement. Comment accélérer la déterritorialisation, on pourrait dire. Une déterritorialisation et qui amène à une réappropriation. Non, une reterritorialisation sur soi. Bon, j'utilise beaucoup ces termes-là en ce moment, mais voilà un petit peu le truc. Donc être dans un devenir autonome, étrangement, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais après il y a le terme d'imperceptible aussi, devenir imperceptible, donc voilà. En tout cas c'est aller vers un devenir, quoi. Un devenir réappropriation, hein, un devenir où c'est comme si justement dans l'histoire notre corps était marqué par un ensemble d'expropriation. Notre corps ne nous appartient pas. Il est structurellement blessé par l'histoire, par plein de choses aussi. Je me rends compte de ça en fait. Qui fait qu'il y a plein de choses qui nous bloquent. Et comment trouver les outils? En fait, l'outil, la tendance, le devenir qui permettrait de se réapproprier le plein usage de son corps, de sa parole, de ses médias, de ses affects.
et voilà, qui permettrait de pouvoir, pas forcément seul, mais en tout cas en petit groupe, en tout cas d'avoir les capacités de pouvoir c'est même pas les réguler, mais les combler sans passer par un système industriel. Voilà, c'est un peu la question. Il ne s'agit pas non plus de faire du jour au lendemain, ni d'être dans une espèce de jusqu'au boutisme. Voilà, j'utilise quand même un téléphone portable, mais. Bon voilà. Je pense que je vais arrêter là. Ça me suffit. Après, évidemment, il y a la question de comment, par exemple, s'il y avait ça en fait, parce que le mouvement de do it yourself, je vais faire un peu de la recherche là-dessus vite fait, mais de l'autoproduction, pas autoproduction au sens de justement, enfin, autoproduction dans le cadre de la musique, c'est quand on produit soi-même son propre disque. Mais si on veut le vendre, ça marche pas. En fait, il faudra plutôt produire soi-même son propre disque et l'écouter soi-même quelque part. Ça voudrait dire ça. Mais il faudrait pas passer par un circuit marchand. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas tellement. Enfin, si ça sert, ça squeeze tout le processus de production professionnelle, mais bon, c'est pas tellement. Et il s'agit pas d'auto-entrepreneuriat, au contraire, c'est l'inverse. Il faut que ce soit un auto-entrepreneuriat tout comme un auto-consommation, en fait. C'est la même chose. Voilà. Bon. C'est un peu les. Et ouais, donc déjà, bon, il y a l'idée que la simplicité volontaire, il y a un peu ce rapport-là. Hein. Comment la simplicité volontaire se réapproprie son système d'affect. C'est une manière de se forcer, ou en tout cas de trouver des stratagèmes pour ne pas dépendre de la consommation, produire soi-même, ou produire moins, des choses comme ça. Enfin, consommer moins, pour avoir moins de travail. Donc il y a l'idée comme ça déjà. Hein. Il y a déjà l'idée que de la simplicité volontaire, ça joue sur l'affect. Et oui, bon, mais là en même temps, ce qui par exemple, personnellement me gêne un peu dans la. Enfin, c'est pas ça me gêne, mais même sur la page Wikipédia de Do It Yourself par exemple, on a l'idée que le Do It Yourself, ça serait plutôt destiné à. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec le mouvement un peu écolo, voilà, à produire sa nourriture, à produire des petits objets de décoration, voire à produire sa maison. Hein. Mais il y a l'idée qu'on produit des objets matériels ou quelque chose qui sont liés à une survie. Alors évidemment, c'est très important. Peut-être même le premier truc à faire, je sais pas. Mais en même temps, moi, j'ai pas non plus envie de passer mon temps à produire ma nourriture ou ma maison. Et bon, pour le coup, je trouve que même si en effet, si ça devient des dépenses importantes, faut peut-être limiter, je sais pas, mais c'est comme si c'était pas ce que je cherchais en premier lieu. Ce que je cherchais plutôt, c'était peut-être une subjectivité do it yourself, par exemple, ou des médias do it yourself, ou quelque chose qui se passe sur la question du langage, sur la question de la culture. Je me dis comment on peut faire justement une culture do it yourself, comment chacun peut se réapproprier la production d'une culture. Voilà. Comment on peut se réapproprier la production ou la sensation, enfin qu'il y a ça, mais voilà, comment avoir ses propres perceptions, comment se réapproprier l'usage de son corps, se réapproprier sa parole, son langage, la création de la langue, par exemple. Bon, comment se réapproprier la pensée, la pensée, la recherche, par exemple, elle est faite beaucoup par des universitaires qui font partie d'une classe sociale particulière, qui n'est pas non plus à dénigrer. C'est pas parce qu'on a moi je suis universitaire à ce niveau-là, dans le sens où je suis étudiant, mais qui évidemment construit des catégories, une catégorie en miroir qu'une catégorie exclue, hein, qui est ceux qui n'ont pas accès au code universitaire, aux outils de production. Ça constitue, comme dit Phil Rabin, une police de la connaissance.
qui va légitimer des pratiques et pas d'autres. Enfin, voilà. Donc du coup, comment se réapproprier ces choses-là, comment se réapproprier même aussi la production de la science. Alors, faire une science do it yourself, qu'est-ce que ça donnerait quoi, par exemple? Si chacun peut avoir chez lui un petit laboratoire scientifique, et bien du coup on se réapproprie ce truc-là. Voilà. Comment se réapproprier la capacité de faire des lois, alors, en allant beaucoup plus loin, la capacité à faire la police. Bon, c'est pas quelque chose dans un premier temps que... Je n'ai pas encore réfléchi à ça, c'est juste une idée comme ça. Mais peut-être que des mouvements essaient un peu de faire ça, je sais pas. Mais en tout cas, bon, déjà dans un temps, moi ce qui m'intéresserait, c'est plus les outils de production de la connaissance, les outils de production de discours, de production artistique, d'affect, de production d'expression, de production de tout ça, quoi. Un peu. Et comment se réapproprier tout ça? Et comment faire en sorte que toutes ces réappropriations se soutiennent mutuellement, hein, qu'il n'y ait pas à séparer ces choses-là. Au contraire, que ce soit toujours en les investissant des manières de les creuser. Et c'est vrai que tout de suite, il y a quelque chose d'enfantin, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est ce qu'on fait quand on est enfant. Moi, j'ai un peu... je sais pas si on peut appeler ça un devenir enfant, mais il y a... j'ai un peu le sentiment que... un peu comme Rousseau peut-être, que l'enfant c'est celui qui est un peu naïf, un peu innocent, qui peut aussi être très dangereux pour les autres aussi, parce que du coup il fait pas trop... il n'a pas appris à mettre des limites. On dit que les enfants sont cruels, mais c'est juste qu'ils sont pas cruels spécifiquement, c'est juste qu'ils sont dans un stade où la cruauté n'existe pas. Elle n'a pas été pensée comme telle. Et puis une espèce de pure... une espèce de pureté la pureté, enfin, tout peut être fait, quoi. C'est un peu totalitaire quand tout peut être fait. C'est fasciste. Je crois être un petit fasciste. Mais est-ce qu'il peut quand même tuer des animaux facilement s'il a envie? Il peut tuer des bêtes, tout ça. Mais voilà, mais disons que si justement on peut fixer un cadre qui... Enfin, parce qu'après du coup c'est comme si, là, en fait, quelque part, par-dessus ça, il y a ensuite des répressions qui vont cadrer l'enfant, qui vont le faire devenir adulte en l'empêchant, en fait, de toutes ces expérimentations qu'il pouvait faire quand il était tout petit. Et je vois ça comme du dressage, hein. C'est vrai que c'est le bon truc, voilà. L'enfant est dressé, nous sommes tous des enfants dressés, domestiqués, civilisés. Et et on perd cette... qui reste quelque part, mais on perd cette espèce de rapport purement assez direct aux choses, quoi. Et peut-être que justement, on peut s'extraire de ces carcans culturels, ces dressages, ces trucs qui nous intègrent assez profondément en nous quand même. On peut peut-être retrouver cette subjectivité d'enfant, qui est une subjectivité où on n'est pas séparé dans des catégories sociales, des professionnels, des choses comme ça. Et en même temps, il ne s'agit pas d'être enfant, d'être pile poil comme un enfant, mais il s'agit de... Parce que l'enfant, c'est peut-être celui qui n'a pas encore été rattrapé par le système. Côté comme celui qui ne s'en est pas protégé, mais qui jusque-là n'était pas tellement confronté. Puis au fur et à mesure qu'il y est confronté, il se fait bouffer par lui. Et que justement, si on peut un peu se laisser mettre à distance un petit peu ces choses-là, le capitalisme, ça permettrait peut-être de pouvoir trouver de pouvoir mettre une limite qui fait qu'on sait se limiter, parce que si on sait que si on dépasse cette limite-là, on peut se faire récupérer, on peut se faire prendre, on peut se faire manger. Mais en même temps, voilà, c'est que si on ne dépasse pas, on peut justement explorer tout un cadre protégé qui permet de nous ramener à un état d'enfance, et on peut même de plus en plus, et avec d'autres, faire agrandir ce cadre. Qui est en fait un contre-cadre. Donc, il y aurait du coup devenir enfant,
des affects tactiques, en tout cas comment on pourrait jouer sur l'attention et sur l'affect, tout comme l'ont été les médias tactiques, ou en tout cas dans une réappropriation de ça. Comment se réapproprier les moyens de production, de la recherche, de la pensée, du langage, de l'affect, de l'esthétique aussi. Un peu ces questions-là, quoi.